Bonjour à tous. Alors un diapo de présentation d'une toute petite partie de l'œuvre magnifique de Maurice Cornelius Escher, qui est né en 1898 et mort en 1972, qui était hollandais, un artiste qui n'était pas très bon élève à l'école, qui n'aimait ni les maths ni la physique, qui pourtant a su très bien s'en servir et adapter justement les principes de perspective en particulier pour jouer avec et produire des représentations assez fantastiques. Le diaporama est organisé en plusieurs sections. Je vais vous le présenter très rapidement vraiment en mettant juste en lumière les points que j'ai essayé de montrer ce matin aux élèves. Il nous a pris une grande partie de l'heure en fait et encore on aurait pu en parler beaucoup plus longuement. Je vous invite à aller voir quelles sont les autres œuvres d'Escher et quels commentaires vous pouvez en trouver évidemment ailleurs. Il y a de très bons bouquins aussi sur Escher. Malheureusement, ils sont enfermés dans ma classe, confinés de leur côté. Alors d'abord, une des problématiques d'Escher, c'était de représenter la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire représenter la réalité? Voici une première gravure dans laquelle on a au premier plan en fait sa table avec une pipe dans un cendrier, une boîte d'allumettes, des livres empilés, un pot dans lequel mes élèves ce matin d'ailleurs ont remarqué qu'il y avait trois solides qui ne sont pas des polyèdres. On peut y voir un cylindre, un cône et une sphère. Et puis qu'est-ce qui se passe? En arrière-plan, on a une rue qui est représentée, avec des points de fuite d'ailleurs. Et en fait, les immeubles de cette rue sont annoncés par les livres qui sont à la verticale. Donc ici, en fait, Escher combine deux vues différentes et, euh, et en fait, il fait se poursuivre sa table par une rue. Voilà cette fois une gravure qui n'est pas, enfin il n'y a pas de piège, d'entourloupe ou quoi que ce soit à aller y chercher. Je l'ai montrée à mes élèves parce que je trouve qu'elle montre bien le souci de réalisme en fait recherché par Escher, puisque là on n'est quand même pas très loin d'une vision de photographie. Alors, des solides bizarroïdes, je l'avais intitulé comme ça parce que souvent en classe, quand je commence ma séquence sur les solides, je commence par ce diaporama et donc je n'ai pas encore parlé de polyèdre. Alors voilà, ici vous avez différents solides, dont certains qui sont tout à fait connus. En haut, nous avons une pyramide à base triangulaire, autrement dit un tétraèdre. Au milieu, à droite, nous avons un cube. Il y a aussi un octaèdre, constitué de deux pyramides à base carrée collées ensemble par leur base, etc. C'est intéressant comme vision parce que moi, ça me permet de montrer aux élèves très clairement les arêtes et les sommets, et puis que nous discutions de ce que seraient ici des faces, parce que là, ça commence à être déjà compliqué. Une autre représentation dans laquelle, d'une part, on découvre le lézard. Alors, il y a beaucoup de lézards, de crocodiles chez Escher. Et puis, nous avons ici à nouveau des solides en fil de fer, et puis d'autres qui sont des solides pleins, euh, que nous voyons, des polyèdres d'ailleurs, qui peuplent l'espace. Alors ensuite, après les polyèdres, justement, comment Escher a-t-il pu représenter le volume des boules et des sphères, ce qui est évidemment extrêmement complexe, puisque c'est difficile à rendre sur papier. Premier exemple, un exemple qui a évoqué à mes élèves d'ailleurs des travaux facultatifs qu'ils ont faits de l'APMEP, où on a d'abord un dessin qui est quadrillé et qui est plan, et puis on nous propose le même quadrillage mais déformé, de façon circulaire, en zigzag, etc. Et on reproduit case par case en fait le dessin, ce qui permet de le déformer d'une façon qui est souvent rigolote et assez sympa. Et puis surtout, ça donne un résultat relativement spectaculaire pour un travail qui reste raisonnable. Alors ici, à mon avis, on a trois éléments qui rendent l'impression de volume. La première, c'est le jeu des couleurs. De ce côté-ci vient la lumière. On est sur des oranges clairs, alors qu'ici, on a des tons beaucoup plus sombres. Donc ça, déjà, ça nous donne une impression de volume. Ensuite, il y a cette spirale façon clémentine qu'on épluche, qui part en étant étroite et qui au fur et à mesure s'agrandit pour redevenir très étroite, qui elle aussi contribue à l'impression de volume. Et puis il y a le quadrillage. Alors dans certaines de ses œuvres, effectivement, Escher a commencé par représenter à plat, et puis il a quadrillé, et ensuite il a reporté dans son quadrillage. C'était un monsieur qui travaillait beaucoup et qui tenait manifestement à une grande rigueur, à avoir des méthodes qui étaient des méthodes bien identifiées pour lui.
Une autre façon de représenter ici un objet sphérique. Alors là, je trouve qu'on est à mi-chemin entre une vision assez terrestre et puis un oignon, puisque on a un noyau qui semble en fusion et qui éclaire de l'intérieur le centre de la sphère, enfin des sphères ici. Et puis on a différents cercles concentriques, ici par exemple ce sont des grands cercles d'ailleurs, qui se rapprochent au fur et à mesure de ce noyau. Et ça m'évoque, moi qui fais pas mal la cuisine, un oignon, on pourrait enlever les couches une par une pour aboutir au cœur. Là aussi, ce sont deux artifices qui permettent de donner une impression de volume. Sur cette boule-ci, ce qui m'a intéressé, ben, c'est le pavage. Ici, en fait, Escher a réalisé un pavage, mais un pavage sur la surface d'une sphère. Donc là, avec ma souris, je décris ce que moi je vois être un tétard. Bon, alors il y a des élèves qui m'ont dit que c'était un hibou, d'autres un chat, d'autres encore un raton laveur. En tout cas, cette forme, je la retrouve ici. Alors c'est la même bestiole, mais elle est agrandie, c'est ce qui donne justement cette impression de volume. Et je la retrouve aussi ici, en blanc. Alors ça, c'est bien un pavage. Un pavage, ça correspond au fait de recouvrir une surface par une forme qu'on a emboîtée l'une dans l'autre, dans ces différentes répétitions, sans qu'il y ait de trous et sans qu'il y ait de chevauchement. Donc là, on est bien sur un pavage, mais le pavage d'une sphère. Alors ensuite, Escher réfléchit à de nouvelles perspectives. Par exemple, ici, vous avez un très bel autoportrait où on le voit tenant une boule. Donc là, c'est bien sa main qui tient cette boule réfléchissante. Et du coup, on voit son intérieur, on le voit lui-même. Ici, même chose. Cette fois, on réfléchit dans un flacon. Ce flacon n'est pas sphérique. Si on était dans le plan, on parlerait plus d'ovale. Ici, en fait, on serait parti d'une sphère, on l'aurait un peu aplati. Hein, c'est encore plus compliqué. C'est là qu'on voit qu'en fait, Escher flirtait avec des tas de géométries différentes et pas seulement des géométries euclidiennes. Là aussi, on voit son intérieur, on le voit lui, et puis c'est intéressant parce qu'en fait, il est en train de réaliser le dessin que nous sommes en train de regarder. Il y a donc déjà une idée d'infini, une idée de cycle, de boucle qui est très présente dans son œuvre. Là, j'ai montré ça aux élèves en fait pour pouvoir leur parler d'abord leur montrer que là, c'est des petits bonhommes, donc on imagine la hauteur, pour pouvoir leur parler de point de fuite, puisque ici, les piliers mènent à un point de fuite, et leur montrer qu'en revanche, là, on est au sommet d'une basilique, et qu'on est dans un endroit qui lui est circulaire. Donc là, on a en même temps une perspective circulaire, disons, et une perspective en point de fuite. Bon là, ça revient en fait à l'autoportrait de tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a laissé autour en fait le dessin plat et qu'il a déformé ce qui correspond à sa fenêtre, à son balcon, pour bien le mettre en évidence, mais qu'il a quand même réussi à faire la jonction entre les deux. Jouer avec les dimensions. Alors c'est ce qui m'intéressait beaucoup aujourd'hui avec les élèves, puisqu'on passait de la 2D à la 3D aujourd'hui. Alors voilà, par exemple, une main qui dessine une manche, d'où sort une main qui prend vie et dessine une manche qui sort une main et prend vie, et je vous laisse imaginer la suite. Donc là, à nouveau, on a une très très belle illustration pour des élèves de 2 dimensions et 3 dimensions, même si en fait tout ça n'est que de la 2 dimensions puisque c'est un dessin. Cela dit, c'est intéressant justement pour illustrer ces concepts et bien montrer que justement ce sont des concepts. On peut aussi beaucoup parler avec les élèves là-dessus de la représentation par rapport à la modélisation. C'est très très intéressant. Ça parle beaucoup aux élèves qui sont souvent très enthousiastes avec ce genre de contenu. Ils ont bien raison parce que c'est tout à fait enthousiasmant. Ici, même genre, sauf que alors là, vous retrouvez d'une part les crocodiles, tout à l'heure c'était des lézards, là c'est des crocodiles, des polyèdres, là vous avez un fort beau polyèdre dont chaque face est un pentagone, face pentagonale. Vous avez le passage de la 3D à la 2D, à nouveau à la 3D, et le crocodile, il passe sa vie à ça, on a à nouveau le cycle. Et puis ici, c'est un pavage parce que vous avez des crocodiles blancs, gris et gris foncé. Ce sont les mêmes formes, elles sont emboîtées les unes dans les autres. Comme ici, au départ, on part de ce petit personnage qui forme un pavage. Lui aussi, pas de trou, pas de recouvrement, pas de chevauchement. Ce pavage tend vers une certaine modélisation, puisqu'on va vers l'hexagone en réalité, alors qu'effectivement, un élément de pavage simple, comme l'est le triangle équilatéral, hexagone régulier naturellement,
Et de cet hexagone régulier, Escher l'enrichit pour progressivement, en fait, obtenir des petites maisons. Hein. On commence à voir des fenêtres, on commence à voir des escaliers, et au final, eh bien, il représente à nouveau la ville de tout à l'heure, là où il y avait le balcon, pour faire le passage de l'un à l'autre. Donc là, on a à nouveau l'idée de pavage, on a à nouveau l'idée de passer de la 2 dimensions à la 3 dimensions. Ici encore, avec en plus le miroir qui donne là-dedans une dimension de, enfin, la notion de symétrie axiale. Excusez-moi, symétrie axiale qui s'appelle aussi une réflexion justement. Alors représenter l'infini, eh bien Escher a beaucoup réfléchi sur des objets réalisables ou pas. Et derrière, il y a effectivement la notion d'infini. Donc en voilà 3. J'ai d'ailleurs donné à mes élèves des 2 travaux de Paris 13 à réaliser, comme par exemple le triangle de Penrose ou l'escalier de Penrose qu'on va voir ensuite, qui vont leur permettre de voir comment tout ça s'articule. Ici, on a un ruban de Möbius, donc, qui a évoqué évidemment tout de suite aux élèves le symbole de l'infini, qui est parcouru par une fourmi. Alors on est d'accord qu'une bande de papier, qui peut former un ruban comme ça, a 2 faces. Et que pour passer d'une de ces faces à l'autre, en principe, eh bien, il faut changer de direction. Là, si je suis cette fourmi qui est ici, sur la droite, donc elle avance, elle se retrouve là, et là, vous voyez, elle est en train de se retourner, elle est en train de passer sous le ruban parce que le ruban se tord. Je le vois ici. Je la retrouve donc ici, puis elle réapparaît là, poursuit là. Là, elle a un petit peu la tête à l'envers, en fait, elle va repasser derrière le ruban, ici. Elle continue, ben, c'est elle que je retrouve là. Ici, elle continue à marcher. Là, elle va passer complètement derrière. Je la vois ici, elle me montre son ventre. Et puis elle continue, et où se retrouve-t-elle? Bah ici, à son point de départ. Alors évidemment, le ruban de Möbius, il est bien adapté pour représenter ça. Ici, en fait, cette fourmi, elle passe son temps à avancer en revenant à son point de départ. Elle parcourt les 2 faces du ruban, et pourtant, elle ne change jamais de direction. C'est quand même super chouette, quoi. Alors, pour finir, bon là, je vous fais vraiment une présentation en condensé, hein, c'est extrêmement frustrant, mais c'est déjà ça. Alors, représenter l'impossible. Ici, par exemple, Escher a représenté un oiseau à tête humaine, on en a déjà vu un d'ailleurs précédemment sur un de ses autoportraits, celui au flacon, avec une corne. Ici, on le voit de face, donc on voit le ciel et le sol lunaire. Ici, on voit censément la même chose, mais d'en haut, donc on voit que le sol. Et là, la même chose, mais d'en bas, donc on voit que le ciel. Le truc, c'est que ici, cet oiseau, par exemple, la corne est à sa droite. Cet oiseau-là, la corne est également à sa droite, alors que celui-là, en fait, la corne est à sa gauche. Donc là, Escher nous donne à voir la même configuration, sauf qu'en fait, c'est pas exactement la même, puisqu'il a dû jouer avec l'agencement des objets. Ça, c'est aussi une œuvre qui est très intéressante. Malheureusement, là, on la voit pas très bien, mais en fait, vous avez en bas un personnage sur un escalier qui lève la tête pour parler à une femme qui se penche à sa fenêtre. En haut, vous avez exactement la même scène. Un homme sur un escalier qui lève la tête vers une femme penchée à sa fenêtre. Là, vous voyez la scène plutôt vue du dessous, là, vous voyez la scène plutôt vue du dessus. Les deux entrent en jonction, en quelque sorte, avec comme élément central ce carré et puis cette tour. Alors le carré, il est intéressant parce que, en fait, pour le personnage du bas, c'est le plafond. Il le voit au-dessus, à côté de la femme qu'il regarde, alors que pour celui-là, il faudrait qu'il regarde vers le bas, ce serait le sol. D'autre part, c'est la tour, en fait, qui ici joue un rôle très important, parce que si vous regardez les fenêtres de cette tour, ici, la coudoir est là, vers ma droite, alors qu'ici, la coudoir est vers ma gauche. Alors pourquoi? Même chose. Ce personnage, il voit cette face-là de la tour. Donc c'est logique, la tour, elle a la coudoir en bas. Alors que ce personnage voit cette face-là de la tour, et ça, c'est plus le bas de la tour pour celui-là, c'est le haut. Donc du coup, on a retourné ça. À ce niveau-là, les élèves commencent à me dire, ça fait mal à la tête. Ici, on a une œuvre très connue d'Escher. Alors en fait, là, on a un petit souci, c'est que ce pilier, par exemple, ne peut pas exister tel qu'il est. C'est pas le seul, il y en a d'autres. Il y a celui-là, par exemple. Et puis interrogez-vous sur cette chute d'eau. Quel trajet l'eau emprunte-t-elle ici? Qu'est-ce qui se passe au bout du compte? Voilà, je vous laisse réfléchir. Vous avez aussi de très jolis polyèdres qui sont sur le haut des tours.
Là, vous avez justement l'escalier de Penrose avec des personnages qui vont passer toute leur vie à monter ou à descendre l'escalier selon où ils se trouvent. Cet escalier, évidemment, n'est pas possible tel quel. Il s'agit d'un jeu en fait de sténopée qu'on peut réaliser avec des élèves en faisant une maquette en fait dans laquelle bah, les marches ne se rejoignent pas, il y en a qui arrivent au-dessus des autres et en choisissant le bon endroit pour placer le spectateur pour qu'il ait l'impression en fait de cet escalier infini. Une autre représentation dans le même style, alors là les élèves ont assez vite vu qu'il y avait un problème avec l'échelle et puis ils ont vu aussi que ces piliers, bah, ça collait pas. Mais au départ ça frappe pas. Là ce pilier prend sa base sur une rampe qui est près de nous et se termine sur une arche qui est éloignée de nous. Donc en fait il est en biais. Il devrait gêner le passage pour qui emprunterait pour ce personnage, par exemple, pour qu'il vienne ici. Et c'est pareil pour celui-là, mais dans l'autre sens. Même chose ici, même chose là. Il n'y a pas que ça à remarquer sur cette œuvre. Et puis, vous voyez ici par terre, ah, là évidemment, si je mets ma souris, ça ne marche pas. On a un dessin qui représente justement un pavé droit, apparemment. Voilà un autre exemple d'une œuvre d'Escher dans laquelle, bah, par exemple, cette partie peut sembler ressortir pour le personnage qui est là, pour qui c'est le plafond, ou bien peut sembler rentrer, être aussi le plafond, mais le plafond du dessous, enfin vu du dessous. Là, en fait, il a beaucoup joué sur la façon de représenter les colonnes pour que ça donne cette impression-là. Ici aussi, vous avez une partie qui, là, manifestement, est un plafond puisque en pend quelque chose, alors qu'ici, c'est manifestement un sol puisqu'un personnage est assis dessus. Ce qui est intéressant, c'est la juxtaposition aussi proche de ces deux éléments. De la même façon, ici, cette bannière qui est accrochée interroge beaucoup le personnage qui monte ici en fonction des marches, de la façon dont vous le voyez. Voilà. Et puis on peut voir ici ces deux murs, soit sortants, soit rentrants, selon la façon dont on laisse notre cerveau agir ou dont on le fait agir. Une dernière représentation, alors qui est peut-être pas en fait aussi impressionnante, en tout cas pour moi, que les précédentes qui jouent sur vraiment des astuces ou des idées géométriques. Mais cette représentation-là marche toujours très bien avec les élèves parce qu'elle leur évoque Harry Potter. Et en fait, Escher est source d'inspiration, effectivement, pour beaucoup d'auteurs, dans beaucoup de films, dans des publicités d'ailleurs aussi, etc. Donc là, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il manipule cet environnement et en particulier l'objet de l'escalier de façon à le voir différemment. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il fasse bouger notre regard. Et en cela, je trouve que c'est un artiste qui apporte beaucoup aux mathématiques, justement parce que les mathématiques ont également pour but de faire bouger le regard, de ne pas forcément se limiter à ce qu'on a l'impression de voir, à ce qui nous convainc au premier mouvement, mais de chercher à nous faire raisonner et analyser. Et là, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres dans lesquelles, pour analyser, on a beaucoup de travail parce que on a des indices contradictoires. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus sur Escher, et je vous dis à bientôt.